Je vais tâcher en 15 minutes principalement de brosser le tableau sur effectivement la décarbonation du transport de marchandises. Et vous allez voir avec de nombreuses analogies en lien avec le transport de personnes également. Donc, je ne vais pas me représenter, je vais justement expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure avec une slide ce que je fais concrètement et pas qu'en France, parce que ça a une importance pour avoir une perspective également sur nos transformations dans notre pays, mais on travaille beaucoup à l'international. Je voudrais commencer par m'inscrire quand même dans ce que signifie la neutralité carbone. Je pense qu'il y a un enjeu. On a également produit une note en septembre sur le rôle de la prospective vis-à-vis de l'atteinte de la neutralité carbone. Clairement, il y a un changement structurel dans le cadre de pensée. C'est-à-dire que la neutralité carbone, par rapport à d'autres objectifs moins ambitieux comme le facteur 4, change complètement la manière dont on doit penser les transformations et change même la nature des transformations qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas un petit changement, c'est pas un changement incrémental entre le facteur 4 et la neutralité. Ça nécessite de repenser en profondeur les transformations. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le dernier rapport de 2018 sur le 1.5 du GIEC, en utilisant des mots quand même qui sont justement assez expressifs et clairs là-dessus, en expliquant que les transformations qu'il va falloir considérer sont des transformations sans précédent, sont des transformations rapides et profondes de l'ensemble des systèmes socio-économiques. Donc juste, c'est important, je pense, de prendre en compte, et vous allez le voir dans la discussion après, l'ampleur et la nature des transformations qui est différente d'une approche facteur 4 comme on a pu la connaître, on va dire, avant l'ère de la neutralité. Deuxièmement, ce qu'on apprend également ou ce qu'on comprend également maintenant vis-à-vis de cet objectif, c'est que pour y arriver, il va être nécessaire de repenser et de regarder tous les outils qu'on a à disposition à court terme. Et ça va vouloir dire aller au-delà uniquement d'une réflexion sur la transformation des carburants et des véhicules pour parvenir à atteindre cette neutralité. Et encore une fois, dans ce que nous disent les experts internationaux sur le climat, ils nous expliquent qu'en effet, il va être nécessaire de prendre en compte un large portfolio de solutions sur l'atténuation et justement d'aller au-delà uniquement d'un regard sur les questions technologiques. Et donc, là, je mets comme un exemple, ça voudrait dire, entre autres pour le secteur du transport, de penser la transformation des déterminants qui caractérisent la demande de transport et d'arriver à la penser en l'articulant justement avec le système de transport. Donc, vous allez voir, on va en reparler aujourd'hui. Nous, justement, on travaille en fait donc à l'IDRI en France, mais pas que. Notre spécificité, c'est justement d'aller discuter de cette transition du secteur du transport dans les différents pays que vous voyez ici. Je ne rentre pas dans le détail, les différentes couleurs caractérisent uniquement si on a des projets actuellement en cours dans ces pays ou si nous n'en avons pas et qu'il y a eu des projets précédents qui ont été réalisés ou s'il y a des partenariats qui sont en montage. Mais ça vous représente à peu près le réseau scientifique avec lequel on travaille et avec qui on partage une même méthode, justement, une même méthode de prospective pour regarder les transformations et les politiques publiques de court terme pour nous emmener sur une trajectoire compatible avec la neutralité. Donc notre enjeu, comme tu le disais Karine, je ne vais pas le répéter, je l'ai mis en une phrase au-dessus, c'est d'arriver à comprendre finalement comment les pays doivent se transformer, les secteurs doivent se transformer à 2050 pour être compatible avec la neutralité, mais également, et c'est ça un peu notre spécificité aussi, c'est on n'est pas en train de travailler à Paris, à l'IDRI sur ce qui se passe en Inde. On travaille avec des partenaires locaux qui, eux, construisent ces trajectoires, partagent avec nous la méthode, mais c'est eux qui sont en capacité d'expliquer, de comprendre la situation nationale de départ qui est forcément différente, les priorités socio-économiques de ces différents pays et d'arriver justement à construire des trajectoires bottom-up qui sont de nature différente de celles qu'on va pouvoir considérer en France, par exemple. Et dans les travaux dont parlait Karine, c'est les travaux qu'on a menés, donc nos partenaires en France, ce sont le CIRED, l'Université Gustave Eiffel et EDF R&D avec qui on avait réalisé ces travaux. En un mot, pareil, hein, si maintenant je repasse sur le focus France, la neutralité carbone, aujourd'hui, ça veut dire zéro émission pour le transport. Juste qu'on soit clair sur de quoi on est en train de parler, c'est quoi la réduction qu'il faut réaliser en termes d'émissions pour le secteur du transport. Suivant donc les derniers, la trajectoire nationale,
et on n'est pas les seuls, j'allais dire, le secteur du transport n'est pas le seul, hein. L'atteinte, justement, pour atteindre la neutralité et avoir un équilibre donc, entre les puits et les émissions résiduelles, il y a un ensemble d'émissions résiduelles qu'on n'arrivera pas à capter, liées à l'agriculture, entre autres, qu'on voit beaucoup en bleu, et on se rend compte que le transport, le bâtiment, une partie des secteurs industriels doivent atteindre zéro émission. Je dis zéro émission parce que voilà, je le montre sur cette slide. Bon, il est question de 4 millions de tonnes de CO2. Autant juste s'imaginer pour montrer la radicalité de la transformation dont on est en train de parler, que c'est quasiment zéro quand on part de 137 à peu près, ou 140. 137, c'était la valeur de 2015. Donc ça, je pense, c'est important de le mettre en perspective, que l'objectif vers lequel on doit tendre collectivement, ou le secteur doit tendre, et la neutralité, ce qu'elle signifie pour notre secteur, c'est atteindre zéro émission. Désormais, je vais justement rentrer un peu plus dans finalement comment on regarde ça. Donc nous, on a construit, on a une méthode qui essaye de regarder justement quels sont les différents types de transformations qu'il faut discuter, et on les a discutés avec à la fois donc les collègues de recherche et différents acteurs qu'on a pu consulter sur toutes ces différentes dimensions, pour questionner finalement quels étaient un peu les différents changements qui étaient nécessaires, qui pouvaient être réalisés dans ces cinq sujets que vous voyez ici et que j'ai regroupés, je vais vous expliquer schématiquement en trois grosses boîtes. Et l'idée à partir de ça, ça a été de construire, nous, pour l'instant, 2 scénarios. On ne prétend pas qu'il n'y en a que 2 des trajectoires. C'est toutes les 2 des trajectoires qui atteignent la neutralité, mais vous allez voir avec des manières différentes d'y arriver, et avec des hypothèses différentes, et donc des paris et des défis différents, des incertitudes différentes sur la manière d'y parvenir. Le point de ce travail, et c'est important de le dire, c'est pas justement, on n'a pas conçu une trajectoire normative en disant c'est celle-là et c'est la seule manière d'y parvenir. Non, on pense qu'il y a différentes possibilités d'y arriver, et que l'enjeu justement politique, c'est d'arriver à bien piloter la trajectoire, et qu'en fait, c'est bien de se donner un cap, mais c'est bien de comprendre quelles sont les différentes trajectoires possibles, et de savoir comment on peut piloter justement les politiques publiques pour aller potentiellement de temps en temps tendre vers une ou l'autre, mais rectifier le tir pour être sûr qu'on arrive toujours à la fin à l'objectif final qui est le plus important donc dans toute cette histoire. Donc ici, on est parti, nous, d'une analyse en disant, voilà, on a 5 sous-thématiques liées à la décarbonation du secteur. Je les ai mis donc au centre, volontairement, ce qu'on appelle le secteur, en règle générale, à savoir, on parle souvent d'un point de vue assez factuel en disant, finalement, le transport ou le système de transport, c'est ces infrastructures, les systèmes effectivement d'opération, de logistique, la définition de l'offre de services, et ainsi de suite. Mais bien entendu, ce système de transport, il est en interaction permanente avec ce qui se passe, les transformations qui vont se passer du côté des modes de production, des modes de consommation, du système d'échange qui est mis en place avec les autres économies, et également de l'autre côté avec, bien entendu, et vous le savez bien, vous êtes dépendant, entre guillemets, aussi des solutions de véhicules qui peuvent être mises sur le marché ou non, des carburants alternatifs qui peuvent être mis sur le marché. Donc, construire un scénario, ou construire une trajectoire de décarbonation du secteur nécessite de ne pas juste regarder ce que le secteur peut faire lui-même, ce que les acteurs, on va dire, des infrastructures, les opérateurs, mais de regarder quelle transformation il va être peut-être nécessaire de réaliser sur le système de production, de consommation et d'échange, quels sont également les possibles sur les véhicules et sur les carburants, pour arriver à avoir une meilleure compréhension des transformations nécessaires également par donc le secteur du transport en lui-même. Et voilà ce que je représente schématiquement en disant, voilà, il y a des interactions et on ne peut pas penser indépendamment et construire, par exemple, comme des fois on a pu le voir, et je pense que vous êtes nombreux à le constater, des fois des stratégies qui consistent à développer des infrastructures sans avoir analysé finalement quelles allaient être les transformations réelles de la demande, du système de production, quelles allaient être, et donc finalement si ces infrastructures qu'on est en train de développer sont vraiment adaptées aux futures transformations dans 20, 30 ans qui vont arriver. Ici, j'ai mis un peu les grands types d'acteurs, juste pour dire que l'idée, c'est effectivement d'avoir ces différents espaces concernent des acteurs un peu plus que d'autres.
Donc là, comme je disais, les consommateurs, les chargeurs des impacts, peuvent avoir des impacts sur les modes de production, de consommation, également d'échange. Les commissionnaires, les logisticiens et les transporteurs, ceux qui effectivement gèrent, les gestionnaires d'infrastructures ou les développeurs, et de l'autre côté, vous voyez ceux qui fournissent les technologies de véhicules et de carburant. Pourquoi je mets ça? Parce que justement, un scénario, et je ne pourrais pas rentrer dans tout le détail, mais dans notre rapport, on essaye de s'adresser aux acteurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien d'arriver à rendre cette transition tangible pour les acteurs qui doivent se transformer ou mettre en œuvre des transformations. Et donc, c'est important quand même d'arriver à faire le lien avec qui, dans le monde réel, doit ou est en interaction avec les transformations dont il est question. Et bien entendu, la couche du dessus qui est de dire, ces transformations, il n'y a pas que les acteurs, entre guillemets, la privée que j'ai identifié en bas, mais bien entendu, toutes ces transformations doivent être soutenues, mises en œuvre, incitées par des régulations, des réglementations de politique publique et des investissements privés ou publics. Et maintenant, je rentre dans les deux scénarios que nous avons construits et je vais essayer de vous illustrer un peu les grandes ruptures que nous, on a voulu explorer dans ce travail. Tout d'abord, on a regardé ce qu'on a appelé le scénario 1, qui finalement consiste en gros à avoir, si je prends les deux biais, à dire sur tout ce qui est mode de production, de consommation et d'échange, on ne s'attendrait pas. Qu'est-ce qui se passerait si on ne transformait pas nos modes de consommation, de production et d'échange, et si on continuait comme c'est aujourd'hui, avec des chaînes logistiques très éclatées, avec une rapidité dans les livraisons qui sont toujours exigées très fortement, avec voilà, pas de changement sur une surconsommation quand même, où on ne fait pas suffisamment attention à la réparation, à d'autres systèmes. Qu'est-ce qui se passerait dans ce scénario et en prenant en compte que on continue également la même logique au niveau infrastructurel, à savoir se dire finalement on continue à investir majoritairement dans le routier parce que justement les contraintes qu'on impose, à savoir contraintes de temps, de flexibilité, font que le routier reste le système, on va dire, ou l'offre dominante et la plus à même de répondre aux besoins dans ce scénario-là. Et donc on se retrouve avec un secteur très dépendant de la décarbonation, du routier, et avec de forts paris technologiques et des enjeux très importants sur les biocarburants. Dans le scénario 2, on a à l'inverse justement voulu se questionner sur qu'est-ce qui se passerait si on pouvait ou si on essayait de mettre en place un certain nombre de mesures pour transformer le système des modes de production, des modes de consommation, c'est-à-dire changer les comportements sur, je le disais, une économie qui serait plus circulaire, à développer, donc changer les produits, regarder la compatibilité des produits avec les questions de neutralité. Ça veut dire, je donne un exemple, dans le système agroalimentaire, ça va vouloir dire finalement de voir certains produits peut-être qui disparaissent versus d'autres qui réapparaissent. Voilà, se poser un ensemble de transformations liées à notre système d'échange, à la vitesse, à toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui se passerait si on re-questionnait tout ça? Et pareil, de la même manière, est-ce que ça rouvrirait pas des portes, ou en tout cas des décisions qui pourraient changer sur les choix infrastructurels et sur le système de transport? Et là, on arrive effectivement à un changement également des investissements vers le développement finalement d'infrastructures qui essayent de favoriser, quand c'est possible, les modes non routiers pour certains types de segments de transport, là où le routier a des défis technologiques importants. Je pense entre autres au transport routier à très longue distance et international. On essaye de voir effectivement comment on met en cohérence donc un routier régional à dominante régionale qui effectivement peut plus aisément se décarboner versus un rail international qui pourrait, moyennant justement des transformations sur la demande qu'on prend en compte, remplir un certain nombre de services. Et on regarde effectivement les impacts que ça a, c'est-à-dire des paris un peu moins forts technologiquement côté du routier, une dépendance un peu moindre à, en gros, tout parier sur ce mode, et une moindre dépendance également aux agrocarburants. Et en quelques chiffres que vous voyez là, en gros, on arrive à deux scénarios donc, qui transforment donc, la structure vraiment de notre demande, avec à la fois des tonnes transportées qui baissent entre 2010 et 2050, des distances également qui sont réduites, donc vraiment une régionalisation
des échanges encore plus fortes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et avec des effets de structure sur la consommation d'énergie en plus. Et bien entendu, donc 2 scénarios que vous voyez là, à moins 100%, donc qui atteignent bien tous les deux une décarbonation totale. Je vois l'heure, alors je ne vais pas, bien entendu, vous rentrer dans trop de détails. Il y a un ensemble de slides qui vont vous être fournis après coup pour vous montrer donc les réflexions qui ont été menées sur les différents types de marchandises, peut-être quelques messages clés. En gros, sur les types de marchandises, il y a vraiment un besoin d'analyse par filière, nous qui nous semble aujourd'hui n'être pas fait, c'est-à-dire de se poser la question avec les chargeurs dans un premier temps ou les industriels, de se dire finalement filière par filière, au vu des contraintes, des produits à transporter, qu'est-ce qui est transformable en termes de chaîne logistique, mais en termes également d'accompagnement des services qui sont possibles. Et là, par exemple, nous, sur les analyses de demande, bien entendu, il y a déjà des demandes qui sont très régionales. Donc, on n'est pas, voilà, on a bien conscience que certains biens sont déjà des biens qui se déplacent sur des très faibles distances. Questionner finalement le coût du transport dans le prix final du produit. Donc, on regarde bien effectivement qu'on ne s'attend pas forcément aux mêmes transformations pour un produit à faible valeur ajoutée versus un produit à plus haute valeur ajoutée où peut-être le coût du transport est trop dilué, entre guillemets, pour avoir un effet et permettre effectivement de changer un peu les chaînes logistiques structurellement. Il y a un ensemble de questions qu'on s'est posées pour arriver à dessiner donc ces deux scénarios et qui se révèlent, voilà, vous voyez, différents 6 types de marchandises, différents types de gammes de distance, de transport plutôt urbain, interrégional, intra-régional, longue distance, et qu'on a essayé effectivement de caractériser, de regarder ensuite au niveau des modes, au niveau du transport plutôt national, import-export ou transit, quelle était la place des différents modes. Et là, vous le voyez dans le scénario 2, par exemple, où effectivement, on a essayé de regarder quels étaient suivant transit, import-export national et des politiques publiques qui pouvaient être mises en œuvre, finalement, la part qu'on pouvait espérer développer pour le rail sur certains types de segments où ça fait du sens, et en particulier la longue distance, certains produits, et ainsi de suite. Donc, on a essayé de le questionner avec certains des acteurs. Des transformations complètement différentes en milieu urbain entre nos deux scénarios. Dans un scénario où on continue à avoir une exigence très forte sur la rapidité, on a effectivement une course vers des véhicules plus petits, des véhicules toujours plus petits, plus rapides, qui permettent de faire des livraisons du dernier kilomètre jusqu'à la maison ou à la porte, je veux dire, avec finalement une explosion des trafics de plus petits véhicules versus un scénario où en fait on a un changement également dans la manière dont se construit le territoire et dont finalement vous le voyez, les différents véhicules opèrent à l'intérieur des centres-villes. Donc on n'a pas du tout la même transition, en tout cas, et pareil derrière, vous imaginez, je n'ai pas le temps de le décrire, mais un ensemble de politiques publiques qui sont mises en œuvre pour dire, voilà, dans le scénario 2, on va essayer effectivement dans les villes de conserver des véhicules efficaces, les poids lourds, je veux dire, de conserver des poids lourds, parce que les poids lourds, quand même, en termes de chargement, si c'est bien fait, c'est quand même un peu plus pertinent que d'avoir des tout petits VUL qui parcourent dans tous les sens la ville, en plus de toutes les externalités que ça peut créer dans les centres-villes. Donc, on a essayé effectivement de construire et de voir ce que ça voulait dire en termes de taux de chargement. Bon, là, que je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez bien que c'est des trafics. Donc, derrière, il y a une réflexion sur les taux de chargement dans ces différents scénarios vis-à-vis des tonnes kilomètres qu'on vous a présenté avant. Et bien entendu, il faut quand même que je le montre avant de m'arrêter là, Karine, et de te redonner la parole, bien entendu, des choix technologiques très différents en fonction justement déjà des types de véhicules, des trafics, des types de trajets qu'ils ont à réaliser. Et bien entendu, le défi, je le disais, dans un scénario 1 où finalement on a une vision où les moteurs thermiques, en tout cas les biocarburants, qu'ils soient gazeux ou liquides, jouent encore un rôle dans ce scénario 1 et clairement créent des besoins en agrocarburants ou en biocarburants qui sont quand même assez importants, versus un scénario 2 où finalement on a une quasi presque disparition des moteurs thermiques également dans les poids lourds articulés. Qu'on soit bien clair. Et bien entendu, je ne parle pas de l'électrique. L'électrique pour les VUL et les poids lourds rigides, là vous voyez, même pour les VUL, la plupart des trajets en fait qui sont concernés, c'est du 100% électrique dans les analyses qu'on a pu en faire. Et sur les poids lourds rigides, encore une fois, ça va dépendre, bien entendu,
des types de trajets, des types de trafic qu'il y a à réaliser, mais dans le scénario 2, où justement on a un poids lourd rigide qui est plutôt, avec le poids lourd articulé, plutôt du transport régional, je le disais, puisque c'est ça qui va se passer, on voit une électrification forte qui est possible. Et je m'arrête, voilà, je m'arrête là pour pas trop Merci. déborder.